Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le 2e et le 4e dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio asso-r2r.fr et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au Miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le 8e numéro de la 3e saison d'Au Miroir de Clio et nous avons la grande joie d'accueillir Nathalie Gibert. Bonjour à vous. Bonjour. Nathalie Gibert, vous êtes professeure agrégée de lettres modernes et vous avez soutenu en 2011 à l'Université du Maine une thèse intitulée « Édition électronique de la correspondance de Jean Brulaire-Vercors ». Et c'est bien au dessinateur et à l'écrivain Jean Brulaire, alias Vercors, celui qui brossa l'écrit sublime Le silence de la mer selon ses propres termes, né en 1902, mort en 1991, que nous nous intéressons aujourd'hui. Au Miroir de Clio fait aujourd'hui ses premiers pas en littérature. Alors peut-être d'abord, selon le rituel de cette émission, une première question peut-être un peu plus personnelle. Comment vient-on à faire une thèse sur Vercors ? Comment avez-vous découvert cet écrivain, ce dessinateur dont on va parler pendant une heure, Nathalie Gibert? Alors avant mon intérêt pour Vercors, c'est mon intérêt pour la littérature d'idées et pour les écrivains qui se sont engagés à travers les siècles. Et il se trouve que j'aime particulièrement l'histoire du XXe siècle. J'ai donc découvert ces militants engagés sous la Seconde Guerre mondiale et j'ai trouvé que on ne s'intéressait pas assez à Vercors lui-même, dont j'avais lu le fameux Silence de la mer, qu'il a édité clandestinement en 42, et Les animaux dénaturés, qui évoque sa vision de l'homme après-guerre. Dans les années 50. Dans les années 50, en 1952. Vous étiez au croisement finalement de plusieurs disciplines, à la fois la philosophie, la littérature et puis aussi l'histoire. Oui, c'est exactement cela. J'aime beaucoup la littérature, mais j'aime bien quand c'est lié à l'histoire. Et en plus, Vercors me permettait d'évoquer la nature humaine, donc d'entrer en philosophie. Bon, très bien. L'objet de votre thèse, c'est d'étudier la correspondance de Vercors, qui au moment où vous avez commencé ce travail n'était pas connu ou pas encore vraiment recensé, collecté. Il y avait une lacune dans ce domaine-là. Cette correspondance avait été déposée par les fils de Vercors depuis une dizaine d'années à la bibliothèque Doucet à Paris, dans le 5e. Et il se trouve qu'elle avait déjà été classée, dépouillée, répertoriée. D'accord. Mais elle n'avait jamais été lue et étudiée par des doctorants. Et lorsque j'ai voulu faire cette thèse, je trouvais intéressant d'aller vers les archives, donc d'être encore une fois à la jonction entre la littérature et l'histoire, pour pouvoir faire un lien entre ce qu'il racontait dans ses mémoires et la correspondance concomitante aux événements historiques. D'accord. Qui peut parfois donner une double histoire ou une double interprétation. Oui, parce que il faut préciser pour nos auditeurs que Vercors s'est raconté dans une série de textes qu'on peut qualifier peut-être de mémoire, je sais pas, enfin voilà, qui datent d'ailleurs de périodes différentes. Hein. Exactement. On peut peut-être citer ces textes. Alors il a écrit une première fois la bataille du silence dans les années 60, donc bien plus tardivement que la Seconde Guerre mondiale. Puis il a une trilogie qu'il a intitulée 100 ans d'histoire de France, publiée entre 1981 et 1984, et le premier tome s'intitule Moi Aristide Briand. Bon, drôle de titre. Pourquoi ? Drôle de titre. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Alors pour montrer qu'il partait d'abord d'une biographie d'Aristide Briand et que lui littérairement prenait la suite d'Aristide Briand. Ah d'accord. Alors pourquoi Aristide Briand ? D'abord parce que c'était le pèlerin de la paix, celui qui œuvrait pour le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Ensuite parce que Aristide Briand est quelqu'un qui a été un maître d'œuvre de la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Et je crois que c'est une sorte d'hommage au père de Jean Brulaire-Vercors, qui était lui-même libre penseur.
Et puis, même si Vercors ne le dit pas véritablement, parce que Aristide Briand, qui a un parcours un peu sinueux à gauche, est un réformiste. Et Vercors lui-même avait cette idée de réforme politique qui permettait une émancipation humaine, mais sur le long terme, plutôt qu'une vision révolutionnaire. D'accord. Donc on a cité tous ces textes où il fait œuvre, où il raconte sa vie. Il y a la bataille du silence, 100 ans d'histoire de France. 100 ans d'histoire de France. Puis il y a d'autres textes aussi qu'on peut peut-être d'autres citer. Textes qu'on a connus beaucoup plus tardivement, des journaux intimes, lacunaires, un journal qui date des années 30 au moment de la mort de son père, et un journal qui date des années 41-42. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, là où il dit qu'il n'a jamais écrit ces journaux intimes, mais on les a retrouvés assez récemment et c'est publié dans l'œuvre que vous avez sous les yeux, publiée chez Omnibus en 2002. Donc un document très précieux, mais là on est évidemment beaucoup plus proche des événements narrés. On peut citer encore des entretiens qu'il a donnés, qui ont été retranscrits aussi. Alors un entretien avec le journaliste Gilles Plazy, qui date de 1989, 2 ans avant la mort de Vercors, où il fait une synthèse de sa vie, de son militantisme. Mais toujours centralisé autour de la Seconde Guerre mondiale et du mythe de la résistance. Il est beaucoup moins prolixe sur l'avant-guerre et l'après-guerre. Sauf sur quelques éléments ponctuels. C'est la raison pour laquelle la correspondance permettait de combler ces lacunes biographiques. C'est ça, parce que Vercors lui-même participe à l'édification de son propre mythe, je veux dire dans la seconde moitié du XXe siècle. Et ce qui était intéressant pour vous, c'était de confronter ce discours qu'il portait sur sa vie avec la correspondance qui est évidemment contemporaine des faits qu'elle narre. Voilà, ça permettait d'affiner le portrait de l'écrivain, de l'artiste et de l'intellectuel qu'il a été. Qu'avez-vous fait, Nathalie Gibert, de ces lettres? Quelle a été votre méthode? Parce qu'on imagine que c'est un corpus important tout de même. C'est un corpus qui fait à peu près l'équivalent de 3500 documents. Je parle de documents parce qu'il y a essentiellement des lettres, évidemment, mais également des tracts, des manifestes qu'il a fait avec d'autres intellectuels de son temps, des articles, etc., etc. Donc à peu près 3500 documents. Essentiellement à la bibliothèque Doucet, à Paris, mais il se trouve également qu'il y a quelques documents que j'ai trouvés à la bibliothèque municipale de Versailles, quelques-uns à la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc, sa correspondance avec l'écrivain Louis Guillou, un petit peu à la bibliothèque municipale de Marseille. Voilà pour l'essentiel. Donc il m'a fallu d'abord lire l'intégralité de ces documents et de savoir comment on pouvait publier cette correspondance. Et il se trouve qu'avec 3500 documents, il était difficile de le publier sous forme d'édition papier, sauf à faire des choix. C'est la raison pour laquelle on s'est dit que ce serait mieux de le faire sous forme d'une base de données. J'ai donc travaillé avec l'ingénieur d'études de la bibliothèque universitaire du Maine afin de proposer non seulement une lecture intégrale de toutes ces lettres, des 3500 documents, mais également une recherche à l'intérieur des lettres à partir de mots-clés. D'accord, oui, donc très pratique pour des chercheurs. Exactement. Et si on comprend bien, vous avez donc saisi intégralement ces documents, c'est ça? Pas tout à fait. Pas forcément. En 4 ans de thèse, c'est un peu difficile de tout saisir. Ça me semble difficile aussi, oui. Donc, j'ai quand même lu l'intégralité et j'ai fait des choix. C'est-à-dire que toutes les lettres qui me paraissaient intéressantes pour éclairer le dessinateur, graveur, avant la Seconde Guerre mondiale, le mythe de la résistance pendant donc la Seconde Guerre mondiale, et puis l'écrivain après la Seconde Guerre mondiale, j'ai donc retranscrit l'intégralité des lettres. C'est-à-dire que je les ai tapées sur mon ordinateur et on l'a mis donc dans la base de données en les éclairant avec des mots-clés, notamment qui étaient donc l'expéditeur, le destinataire, puisqu'il s'agit d'une correspondance croisée. Je n'ai pas que des lettres de Vercors, j'ai également des lettres de ses pairs, mais également des mots-clés par rapport à l'histoire. D'accord. Par exemple, une entrée sur la guerre d'Algérie, ou alors une entrée sur les guerres du Vietnam, d'Indochine, mais également un mot-clé sur toutes les œuvres de Vercors, ou encore sur des œuvres qu'il cite d'autres écrivains, que ce soit des écrivains du XXe siècle ou des écrivains du temps passé. Donc,
on a bien compris que c'est à la fois de la correspondance active et passive. Exactement. Donc, vous regardez les choses des deux côtés, si j'ose dire. Alors, c'est intéressant. On se dessine, j'imagine, un réseau ou même des réseaux qui évoluent dans le temps. Et c'était un objet d'étude tout à fait passionnant pour vous, j'imagine. Alors, juste avant d'évoquer ces réseaux de sociabilité, je voudrais revenir quand même sur mon travail de thèse. Je vous ai donc dit que j'avais recopié beaucoup de lettres, l'équivalent de 1000 lettres, de manière intégrale. Et pour le reste, j'en ai proposé une notice sur ma base de données. D'accord. C'est-à-dire systématiquement avec l'expéditeur, le destinataire, la date de la lettre quand on pouvait le fournir et le sujet de cette lettre. Ce qui fait que lorsqu'un chercheur ou même un curieux veut aller chercher dans la lettre à la bibliothèque Doucet, eh bien, il peut tout de suite se référer avec la cote à cette lettre-là. Oui, donc c'est vraiment un instrument de recherche. Oui, c'est un instrument de recherche essentiellement, oui. D'accord. Oui. Donc, alors sur l'histoire des réseaux, là, j'imagine vous avez établi un réseau de correspondants important ou pas? Ou est-ce que c'est important en nombre? Oui, c'est très important en nombre. Il y a l'équivalent de plus de 1000 correspondants. Alors, soit des lecteurs lambda qui évoquent la lecture des œuvres de Vercors, ou bien des hommes politiques. De Gaulle notamment. Ah oui, d'accord. Tout le réseau de sociabilité de l'écrivain. Alors je pense dans les années 20 et 30 à Roger Martin Dugard, à Romain Rolland, à Jules Romain, à André Gide. Oui. Tout ce réseau s'est constitué autour des années 20-30 et ce réseau peut expliquer ensuite le réseau qu'il a mis en place pour les éditions de Minuit clandestine sous la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, ça s'intensifie, ça se densifie? Oui, ça se densifie avec des écrivains qui sont compagnons de route du Parti communiste français, des écrivains qui ont pris leur carte au Parti communiste français. Alors lui n'a pas pris sa carte, il a été compagnon de route, bien sûr. Oui. Je peux citer Aragon, Éluard, mais également tout un réseau d'écrivains un petit peu moins connus à l'heure actuelle, mais qui ont fait partie vraiment de l'univers de Vercors, soit jusqu'aux années 50, soit bien plus tardivement. Est-ce que, du point de vue volumétrique, si j'ose dire, la correspondance vraiment devient plus fournie au fil des années, ou est-ce qu'elle est déjà dense dès le départ, Nathalie Gibert? Elle est beaucoup plus fournie après la Seconde Guerre mondiale. Il devient le mythe de la résistance littéraire et il est évident qu'il cristallise complètement l'attention de ses pairs dans un réseau beaucoup plus fourni. Ceci dit, on peut dire qu'avant-guerre, il avait un réseau déjà bien établi, mais Vercors n'avait pas l'habitude de garder ses lettres. Ce qui fait que avant les années 40, j'ai surtout les lettres de ses correspondants. Ah oui, c'est intéressant. Oui. Puis, quand il s'est vu mythe de la résistance, il a lui-même gardé ses lettres et il tapait ses lettres à la machine avec un calque qui lui permettait de garder le double. D'accord. Donc il avait bien conscience qu'il était une figure importante après la Seconde Guerre mondiale. Lui-même constituait ses propres archives. Exactement. Alors, évidemment, vous avez toujours dans votre travail, et puis après la soutenance de votre thèse, vous avez toujours connecté ça avec le parcours de Vercors dans son ensemble. Hein. Et vous êtes l'auteur d'un site qui est vraiment tout à fait remarquable, je trouve, qui est bien connu des spécialistes de Vercors, mais aussi des curieux, tout simplement. On mettra le lien sur notre page, hein, c'est vercorsécrivain.pageperso-orange.fr. Vous avez toujours cherché, c'est ça, hein, à connecter cette correspondance avec un ensemble beaucoup plus large. Et sur votre site, on trouve tout un tas d'informations historiques, littéraires, sur Vercors, sur Jean Brulaire. Hein. C'est ce que vous avez voulu, Nathalie Gibert. Exactement. Alors c'était un site personnel avant ma thèse, que j'ai commencé à fabriquer en 2005, donc qui esthétiquement et même techniquement est assez daté, mais qui permet de parcourir l'ensemble de la biographie de Jean Brulaire-Vercors. Et j'ai voulu montrer tous les aspects de Jean Brulaire-Vercors au-delà du silence de la mer. C'est ça. C'est-à-dire au-delà du mythe de la résistance. Je voulais qu'on découvre Vercors dans diverses facettes. Dans toute sa richesse, finalement. Dans toute sa richesse, oui. Exactement. Ce site, j'aimerais bien l'améliorer, hein, toujours un site personnel. J'aimerais bien l'améliorer, pourquoi pas, en le faisant migrer sur un support beaucoup plus novateur maintenant. Mais en tout cas, ce serait à peu près le même esprit de toute manière. Alors très prochainement sur votre site, on trouvera
un lien, je pense que ce sera en 2016, vers cette base de données que vous avez établie, qui pour le moment n'est pas encore publique, base de données de la correspondance de Vercors, mais qui le sera bientôt, Nathalie Gibert. Je compte en 2016 mettre le lien sur mon site personnel afin que tout le monde ait accès à cette base de données qui permet aux chercheurs, pas forcément seulement de Vercors, aux chercheurs d'Aragon, aux chercheurs des historiens, des littéraires, des philosophes, de pouvoir avoir cet accès-là, mais également aux simples curieux. Parce que si vous voulez lire la correspondance, par exemple, Louis Guilloux, Vercors, vous allez dans ma base de données, vous tapez le fond Louis Guilloux, et vous aurez toutes les lettres de Louis Guilloux et Vercors, et c'est tout. Et vous pouvez lire ces lettres en continu. Alors, qu'on se représente bien les choses, parce que nos auditeurs ne le font pas forcément, ça représente des heures, des semaines de travail, cette correspondance, enfin cette base de données de la correspondance, parce qu'il faut regarder les lettres, il faut faire un travail d'indexation, enfin c'est très très complexe. C'est extrêmement complexe, puisqu'il faut en plus annoter les lettres, pour essayer de... Il faut identifier des personnages, etc. Exactement. Il faut parfois restituer des dates qu'il n'y a pas, et des dates que l'on ne trouve pas toujours, malheureusement. Parfois, on ancre dans une période historique donnée, en disant pourquoi on a choisi cette période-là, parce qu'il y a un élément, par exemple dans la biographie ou l'autobiographie de Vercors, qui permet de dire que c'est à peu près à cette époque-là. Mais c'est vrai que lorsque la lettre n'a pas de date, c'est un travail extrêmement minutieux qu'il faut fournir pour ancrer la lettre dans une époque donnée et pour ne pas se tromper du point de vue de l'interprétation, qu'elle soit littéraire ou historique. Finalement, vous faites un travail qui est un petit peu celui de l'historien ou de l'historienne. Oui, exactement. C'est ce qu'on disait au départ. Vous êtes dans plusieurs domaines, l'histoire, le littéraire bien sûr, mais l'histoire aussi. Voilà, l'histoire, la littérature et puis l'aspect philosophique, puisque la correspondance a été le lieu d'une discussion avec les intellectuels de son époque sur ce qu'est la nature humaine. C'est ça. Très vite, ces réflexions sur la nature humaine émergent dans la correspondance de Jean Brulaire Vercors. Oui. Dès la Seconde Guerre mondiale, enfin surtout juste après la Seconde Guerre mondiale, puisque traumatisé par la hiérarchisation des races, Vercors a voulu trouver un point commun à tous les êtres humains pour montrer qu'on ne pouvait pas hiérarchiser les races. Donc c'est la raison pour laquelle ça a été vraiment une quête de sens de Vercors pour que plus jamais on ne puisse hiérarchiser les races, ainsi que son combat contre l'antisémitisme. Combat bien sûr dans les années 30, combat au moment de l'occupation, mais également combat résurgent, je pense à la Nouvelle Droite. Dans les années 70, qui inquiète énormément Vercors, et c'est la raison pour laquelle il va, lui qui ne va pas beaucoup dans les émissions télévisées, va aller à la télé pour expliquer cette angoisse de la montée de l'antisémitisme et de la xénophobie. Pour terminer cette partie, peut-être une question qui, je pense, intéressera plus d'un. Finalement, vous travaillez sur Vercors, sur Jean Brulaire. J'imagine qu'au fil des années, vous êtes attaché aussi un petit peu à votre personnage. Alors comment fait-on pour conserver un minimum de recul? Parce que vous faites de la littérature, de l'histoire, mais il faut, par rapport à son objet, toujours avoir une certaine forme de recul, Nathalie Gibert. Oui, c'est pas toujours facile. Non, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y a une subjectivité du chercheur aussi. Oui, bien sûr. Quoi qu'on dise. Bien entendu. Et puis on s'attache au personnage. Mais je crois que ce qui peut guider dans le travail de recherche, c'est peut-être ce que disait Vercors lui-même, c'est-à-dire la notion d'être très très moral et d'essayer de dire la vérité, c'est-à-dire de dire la vérité d'un personnage. Et quand le personnage pouvait parfois biaiser un petit peu la vérité, alors lui il le dira pas comme ça, il dira que c'est sa vision de l'histoire ou sa vision de son propre vécu, eh bien on peut remettre en perspective et voir justement que parfois il a été aveugle, comme beaucoup d'autres intellectuels de son époque, notamment en étant compagnon de route du PCF et en étant aveugle sur certaines affaires. Bien sûr. Et puis aussi aveugle dans sa vie privée. Je sais pas si on va en parler, mais par exemple quand il évoque sa vie amoureuse, il l'évoque beaucoup dans ses romans. Il distribue
attribue les bons points et les mauvais points en fonction des deux épouses qu'il a eues. Lorsqu'on lit bien et qu'on connaît bien le personnage, on se rend compte qu'il réécrit son histoire, son histoire amoureuse également. Mais c'est ainsi aussi qu'il l'a vécu, c'est-à-dire pour lui c'est aussi une forme de vérité. Bon, très bien. Une fois n'est pas coutume, pour introduire la première pause musicale, on va lire un extrait du Silence de la mer qui va nous faire comprendre le choix du titre. Le Silence de la mer, je rappelle, ça a été écrit en 1941 et publié en 1942. Alors voici cet extrait, puis ensuite on va entendre ce titre. Un soir, j'étais monté dans ma chambre pour y chercher du tabac. J'entendis s'élever le chant de l'harmonium. On jouait ces 8e préludes et fugues que travaillait ma nièce avant la débâcle. Le cahier était resté ouvert à cette page, mais jusqu'à ce soir-là, ma nièce ne s'était pas résolue à de nouveaux exercices, qu'elle les eût repris, soulevant en moi du plaisir et de l'étonnement. Quelle nécessité intérieure pouvait bien l'avoir soudain décidé ? Ce n'était pas elle. Elle n'avait pas quitté son fauteuil ni son ouvrage. Son regard vint à la rencontre du mien, m'envoya un message que je ne déchiffrais pas. Je considérais le long buste devant l'instrument, la nuque penchée, les mains longues, fines, nerveuses, dont les doigts se déplaçaient sur les touches comme des individus autonomes. Il joua seulement le prélude. Il se leva, rejoignit le feu. « Rien n'est plus grand que cela, dit-il de sa voix sourde, qui ne s'éleva pas beaucoup plus haut qu'un murmure. Grand, ce n'est pas même le mot. Hors de l'homme, hors de sa chair. Cela nous fait comprendre, non, deviner, non, pressentir ce qu'est la nature divine et inconnaissable, la nature désinvestie de l'âme humaine. Oui, c'est une musique inhumaine. Eh bien, c'est cette musique inhumaine qu'on va entendre tout de suite sur R2R, le prélude numéro 8 de Bach, joué ici par Daniel Barenboim.
C'était le prélude numéro 8 de Bach, joué ici par Daniel Barenboim. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Gibert, auteure d'une thèse sur Jean Brulaire-Vercors, une thèse soutenue en 2011 à l'université du Maine au Mans. Alors Nathalie Gibert, on est revenu un petit peu sur le contenu et sur l'originalité de votre travail doctoral. Maintenant, on va peut-être se promener dans le temps qui nous reste dans les vies, plutôt que la vie finalement, de Jean Brulaire-Vercors. Revenons peut-être en quelques mots sur la famille et l'enfance de Jean Brulaire. La mère est française, mais le père est d'origine hongroise, et c'est un père qui est devenu éditeur. Alors ça compte pour Jean Brulaire, bien sûr. Oui, exactement. Pour resituer un peu la famille de Vercors, son père est parti de Hongrie assez jeune parce qu'il était frappé par l'antisémitisme qu'il pouvait voir à l'œuvre dans son pays. Et il a voulu venir en France, qui pour lui était la terre de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et la terre de Victor Hugo. Donc il est parti à pied de sa Hongrie natale pour arriver sur le pont des Arts à Paris. Cette odyssée, Vercors la raconte dans La Marche à l'étoile, qu'il publie aux éditions de Minuit clandestine en 1943. Et le père devient donc éditeur, ça s'appelle Brulaire et Politzer. Il est éditeur pendant une bonne quinzaine d'années, et au moment de la naissance de Vercors, au début du XXe siècle, il décide de revendre ses parts. Il fait construire un immeuble dans Paris, et il construit une route dans Paris qui s'appelle la rue Brulaire, et donc il loue des appartements et devient rentier. Ah, quant à la mère, oui, elle est française, elle est institutrice, et les parents ont donc 2 enfants, une sœur Denise née en 1899 et Vercors en 1902. Il est né le même jour, à 100 ans de distance que Victor Hugo. Exactement. Il s'en amuse d'ailleurs parfois. Oui, le père était un admirateur de Victor Hugo, et Vercors raconte que au moment de sa naissance, on fêtait le centenaire de la naissance de Victor Hugo le 26 février donc 1902, puisque Victor Hugo est né le 26 février 1802, et le père a failli appeler son fils Jean Victor Hugo Brulaire. Et il a hésité au moment de déclarer sa naissance. Vercors dit heureusement pour moi, parce que finalement ma carrière d'artiste et d'écrivain a été foutue. Bon, alors les études de Jean Brulaire, alors d'abord ça passe par l'école alsacienne, oui. Donc avec une certaine forme de standing social quand même, oui. Dans un milieu assez huppé tout de même. Oui. Et puis ensuite c'est l'école Breguet. Alors il faudrait peut-être nous en dire un mot. D'abord école alsacienne, parce que le réseau du père de Vercors lui avait dit d'aller de mettre son fils à l'école alsacienne, qui est une bonne école avec de bonnes études de sciences humaines, et c'est là qu'il va rencontrer des amis comme Théodore Monod, comme Paul Silva Coronel, et qu'il va peut-être avoir cette idée de la conscience qui est travaillée intérieurement, une idée très protestante, oui. Qui va le marquer tout au long de sa carrière et de sa vie. Puis école Breguet, il ne savait pas trop quoi faire, donc on l'a mis dans cette école pour qu'il devienne ingénieur chez Citroën. D'accord. Comme son ami Paul Silva Coronel, qu'il avait rencontré à l'école alsacienne. Et puis il se rend compte que c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse depuis très longtemps, c'est le dessin. Et c'est la raison pour laquelle il va dire à ses parents que il veut être dessinateur. Il fait ses premières armes en tant que dessinateur quand il est encore à l'école Breguet. On est dès 1921 là. Oui, exactement, ça. Même un peu avant. Même un peu avant. Il donne ses premiers dessins dans des journaux un peu légers, un peu frivoles, aidé très certainement par son père qui avait déjà un réseau littéraire, artistique, qui va connaître un succès certain, au point que Vercors, après son service militaire, dit à ses parents qu'il veut vraiment faire carrière dans le dessin. D'accord. Alors, avant même le service militaire, je crois qu'il y a la période de la revue L'Ingénu, c'est oui. Ça, dès 1923, je crois, jusqu'en 1924. Exactement. Il devient directeur de sa propre revue, qu'il intitule L'Ingénu, en hommage à Voltaire, qui est un écrivain que son père et Vercors lui-même aimaient, appréciaient beaucoup. Et il va faire une quinzaine de numéros pendant l'équivalent d'un an, avant de partir au service militaire, et donc d'abandonner
donné cette petite revue légère. C'est une revue légère, là. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette revue ? On trouve des blagues, on trouve des dessins d'un humour, je dirais, premier degré. On sent vraiment les premières âmes de Vercors, de Jean Brulaire, le dessinateur, qui n'a pas encore tout à fait trouvé sa voie. Oui, d'accord. Alors, rappelons qu'il est tout jeune. Il a une vingtaine d'années, voilà. Bien sûr. Après le service militaire dont on parlait tout à l'heure, il y a le premier album. Alors, il faut peut-être citer le titre intégralement parce que ça vaut le coup. 21 recettes pratiques de mort violente à l'usage des personnes découragées ou dégoûtées de la vie pour des raisons qui, en somme, ne nous regardent pas. Bon, oui. C'est tout un programme. Ce sont des dessins d'humour. Oui. C'est-à-dire qu'il va vraiment travailler sur toute la gamme de l'humour. D'abord un humour premier, et puis un humour de plus en plus grinçant, de plus en plus sombre dans les années 30. On y reviendra peut-être. Donc 21 recettes de mort violente, il avait déjà dessiné ses dessins et écrit ses textes en 1923. Ah, d'accord. Et ce n'est qu'en 26 qu'il le publie une fois qu'il revient du service militaire. Ah oui, le contexte est important. Ensuite vont se succéder une série d'autres albums qui gagnent en maturité, c'est ça, dans les années 20, 30, avec plus de gravité, au diapason finalement du contexte national et international. Voilà, et au diapason, je pense, du personnage. Du personnage. Oui. Donc d'abord des albums, comme je vous ai dit, d'un humour premier degré, et ensuite à partir du 3e album qui s'intitule Un homme coupé en tranches, il met en scène un personnage qui s'appelle Polymorphès, nom symbolique, qui a plusieurs visages en fonction des personnes qu'il rencontre. D'accord. Donc c'est une réflexion sur le problème de l'identité. Mmh. Et ça va le travailler au point qu'il va faire l'album de la maturité, qui s'appelle La danse des vivants, entre 1932 et 1938, qui cette fois est vraiment d'un humour plutôt sombre. La danse des vivants, je crois que l'album est paru initialement sous forme d'épisodes, en quelque sorte, dans des relevés trimestriels, c'est ça ? Voilà. Et ce n'est que tout récemment, peut-être il y a une dizaine d'années, que l'ensemble est reparu, je crois que c'était en 2002, et on est stupéfait quand on parcourt ça par à la fois la gravité et la puissance du trait de Jean Brulaire. Oui, alors pour revenir au projet initial, Vercors donc a fait cette danse des vivants, comme vous l'avez rappelé, sous forme de cahier de 10 dessins qu'il publiait chaque trimestre. Donc il l'a fait comme ça de manière régulière de 1932 à 1934. Et il se trouve que en février 34, il y a ce qu'on a appelé les émeutes parlementaires, le péril fasciste, qui a ébranlé Jean Brulaire, au point qu'il ne savait plus quoi dessiner, parce que son dessin est intemporel, se veut intemporel, pour évoquer la nature humaine et l'être humain en général. Il se trouve qu'il est frappé par l'histoire. Il ne sait plus comment dessiner, ce qui fait qu'il va dessiner quand même un autre relevé trimestriel à la fin de l'année 34-35, qu'il intitule « Rien n'est perdu » et qui montre déjà une vision beaucoup moins sombre de l'être humain. D'accord. Donc ça prouve déjà qu'il y a une conscience qui le travaille, et cette idée qu'il s'est peut-être trompé sur sa définition de la nature humaine, qui serait mauvaise, dit-il au début. Et il va interrompre sa danse des vivants pendant 3 ans. Oui. Jusqu'en 1938. Entre-temps, il va publier 2 ouvrages, Vision intime et rassurante de la guerre, L'enfer, totalement liés aux événements historiques. D'accord. Donc il ne sait plus comment dessiner sa danse des vivants. Et en 38, dernier relevé trimestriel, puisque la guerre éclate quelques mois plus tard, et il sait très bien qu'il ne publiera pas sous l'occupation. Et après-guerre, il va essayer de continuer son œuvre. Il n'a publié que 160 dessins avant-guerre, et il pensait faire environ 200 à 220 dessins. Et il va essayer, début 50, de continuer cette aventure de la danse des vivants. Malheureusement, il ne pourra pas l'achever. Mais ça va quand même déboucher sur une autre expérience artistique que seront les callichromies. Oui, dont on reparlera dans les années 50. Voilà, exactement. Et cette danse des vivants est donc restée inachevée. C'est qu'en 2002 qu'on a rassemblé tous les dessins dans une... Saisissant, ces dessins, tout à fait. Et on voit bien qu'il y a un processus de maturation qui se voit aussi dans d'autres œuvres. Par exemple, dans son rapport avec la colonisation, avec la question raciale, là, il y a une évolution qui est aussi tout à fait frappante. Oui. Et on voit bien que lui, qui au départ était peut-être avait une forme de racisme, ou de racisme partagé par beaucoup des gens de sa génération, bien sûr, évolue vers quelque chose de tout à fait différent. Nathalie Gibert.
Exactement. Chez le jeune dessinateur, il y a une forme d'inconscience. Et dans l'Ingénu, son journal qu'il publie en 1923-1924, on trouve des dessins qu'on qualifierait à notre époque de racistes. Oui. Des dessins sous la plume de Jean Brulaire lui-même. Et il se trouve qu'en 1929, il illustre une œuvre qui s'appelle Loulou chez les nègres. Le titre lui-même est symbolique. Le texte a des stéréotypes racistes. Les dessins de Jean Brulaire lui-même sont racistes. Et ce n'est qu'en ouvrant son réseau de sociabilité à peu près à la même époque qu'il se rend compte de cet inconscient collectif. Et c'est la raison pour laquelle, 2 ans plus tard, en 1931, il va publier une bande dessinée, Le mariage de Monsieur Laconique. Et dans les chapitres 21 à 28, il déconstruit tous les clichés racistes qu'on pouvait entendre et trouver à l'époque, mais également tous ceux qu'il avait construits lui-même dans Loulou chez les nègres. Donc c'est une prise de conscience majeure, et je rappelle quand même qu'il l'a publié en novembre 31, alors qu'au mois de mai s'ouvrait l'exposition universelle pour mettre en scène coloniale, qui mettait en scène les cannibales vers laquelle 8 millions de Français se sont précipités. Ah oui, d'accord. Et en 1937, il illustre Babadienne et Morceaux de sucre, un roman de littérature de jeunesse, un roman pour la jeunesse qui est un des premiers romans anticolonialistes de l'époque. D'accord. Donc ça montre bien une prise de conscience radicale. Oui, et puis somme toute assez ramassé dans le temps, en quelques années. Et très ramassé dans le temps. Ah oui, d'accord. Alors, on voit bien que finalement Vercors acquiert une espèce de profondeur, de densité intellectuelle. Vercors, quand je dis Vercors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, il faut dire Jean Brulaire, bien sûr, historiquement parlant. Et ça passe aussi par une mobilisation, un engagement politique qui est très net aussi dans ces années 30, Nathalie Gibert. Vercors dit qu'il a toujours été intéressé par la politique, ne serait-ce que parce que son père lui-même était un homme de gauche, Dreyfusard, qui va œuvrer à gauche de manière militante, qui va être un libre penseur et qui va amener son fils dans les meetings politiques. Sauf que Vercors, lui-même, tout en étant intéressé par la politique, ne va pas être lui-même militant. Mais avec les événements historiques des années 30, il se rapproche de plus en plus des cercles de gauche, et notamment il va participer au comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Alors de manière silencieuse, mais il est quand même là. Il se trouve que en 1935, le radical André Chanson, le socialiste Jean Guéhenno et la compagne de route du Parti communiste André Violis vont créer le journal Vendredi. Vercors, plutôt Jean Brulaire, va participer de son crayon à ce journal. Et donc qui est un journal ouvertement engagé pour le Front populaire. D'accord. Dans une union des gauches, qui plaisait particulièrement à Jean Brulaire. Bon, alors, de l'engagement politique à la Seconde Guerre mondiale, il y a un pas qu'on enjambe assez rapidement parce que le temps passe vite en votre compagnie, Nathalie Gibert. Alors, 1940, finalement, c'est l'année rupture quand même dans la vie de Jean Brulaire. On peut dire, je pense, les choses comme ça. Oui. Son tout dernier album s'intitule Silence. C'est assez symbolique. Bien sûr. Symbolique du silence du dessinateur. Silence quasiment définitif, même s'il y a quelques résurgences du dessinateur après-guerre. Et puis le silence qu'il mène au silence de la mer, c'est-à-dire à l'écriture. Et donc à la résistance intellectuelle au premier plan. C'est ça. Alors, avant cette résistance, il y a la guerre, la mobilisation. Il se casse la jambe au début. Il est finalement au dépôt de romans. Et puis, ensuite, pendant l'occupation, il se met déjà, dès l'année 1940, à écrire le soir, la nuit, le jour. Il est menuisier, c'est ça. Oui. Comme il ne veut pas publier sous l'occupation, il faut bien nourrir sa famille, donc il devient menuisier dans son village, à Villiers-sur-Morin. Et comme il sent que c'est un métier qui l'abétit un peu, il s'astreint à écrire 2 pages par jour, qui n'est pas le silence de la mer au départ, qui est le récit de son premier amour de jeunesse, qu'il publiera en 1974 sous le titre de Tendre naufrage. Il va abandonner cette œuvre et va ensuite écrire à l'été 41 le fameux Silence de la mer.
Mais avant cela, il était entré, et de manière assez précoce, il faut le signaler, dans la résistance. Oui, et dans la résistance armée, dans l'intelligence service, qui malheureusement a été démembrée, ce qui fait qu'il est ensuite allé vers la résistance intellectuelle avec Pierre de Lescure, qui a fondé avec lui les éditions de Minuit clandestines. Alors là, il y a toujours un débat, cette question de savoir quel rôle a eu Jean Brulère par rapport à Pierre de Lescure dans la fondation des éditions de Minuit. Les choses sont pas très claires. Comment vous tranchez cette question, s'il faut la trancher, Nathalie Gibert? Difficile de trancher, étant donné que nous n'avons pas de documents de l'époque. Par contre, nous avons les mémoires de ces deux hommes qui se sont disputés après-guerre. C'est ça. Donc ils racontent chacun leur version de cette création des éditions de Minuit. On peut se référer quand même à l'excellent ouvrage d'Anne Simonin, historienne, sur ces éditions de Minuit, qui explique justement cette fondation par Pierre de Lescure et Jean Brulère. C'est ça, il faut bien citer les deux noms. Bien Ils sûr. ont vraiment travaillé de manière commune. Alors, Le silence de la mer, je crois, est achevé d'imprimer le 20 février 1942. Et il est publié sous le pseudonyme de Vercors. Oui. Alors pourquoi ce choix de Vercors? Eh bien, quand il a été mobilisé au moment de la guerre, il est passé près de la montagne du Vercors. Et il trouvait que cette montagne était majestueuse et en plus, la sonorité Vercors lui parlait symboliquement. D'accord. Ce qui fait que quand il a dû choisir un pseudonyme, il s'est souvenu de cette montagne, il s'est souvenu également de cette sonorité et il s'est appelé Vercors et a gardé ce nom de plume. Alors, ce qui est intriguant, évidemment, c'est une coïncidence étonnante, c'est que le Vercors, c'est une zone de résistance, après, bien sûr, très important. Donc, le nom Vercors sonne doublement résistant, si j'ose dire. Bien sûr, et on lui a reproché après-guerre d'avoir pris ce nom-là, alors qu'en réalité, il avait pris le nom de Vercors avant de bien connaître ce réseau de résistance armée dans le Vercors. Donc il le raconte lui-même dans ses mémoires. Alors au-delà du silence de la mer, Vercors a publié d'autres textes aux éditions de Minuit pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, donc La Marche à l'étoile, qu'on a cité tout à l'heure. Oui. Pour une bonne partie, l'histoire de son père, parti de sa Hongrie natale à pied pour rejoindre la France. Et il a également publié quelques poèmes dans le 3e volume qui s'intitule L'honneur des poètes, dirigé par Paul Éluard. D'accord. Aux éditions de Minuit, Jean Brulère a un rôle jusqu'en 1948-1950. Hein. Oui. À la Libération, il ne voulait plus que ces éditions de Minuit continuent, puisque leur rôle était terminé. On a tellement insisté, De Gaulle lui-même, paraît-il, aurait tellement insisté qu'il a gardé ses éditions de Minuit. Simplement, Vercors n'était pas un éditeur, il était appelé en plus dans de nombreux pays en tant que mythe de la résistance. Il avait également aussi envie d'écrire. C'était ses débuts en tant qu'écrivain, donc il fallait qu'il continue à écrire. Et c'est la raison pour laquelle ces éditions de Minuit n'ont pas été viables financièrement. Donc il y a eu une recapitalisation, et au final, c'est Jérôme Lindon qui a pris les rênes des éditions de Minuit, et Vercors, qui n'était plus du tout d'accord avec le choix éditorial de Jérôme Lindon, qui a décidé de démissionner de toutes ses fonctions et de laisser ces éditions de Minuit. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, très bien. Alors, avant d'évoquer la vie et l'œuvre de Vercors après la Seconde Guerre mondiale, on va marquer une deuxième pause musicale dans cette émission. Et on va le faire avec un poème de Louis Aragon chanté par Léo Ferré, mais interprété ici par Catherine Sauvage. Est-ce ainsi que les hommes vivent sur R2R? Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive ou meure. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle? Moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle. Sur le canapé du bordel, on venait s'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par ma fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville, et la nuit monte des civils, remet du rime et la tessile, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril, à 5 heures, au petit jour, que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Est-ce ainsi que les hommes vivent? Un poème de Louis Aragon chanté par Léo Ferré, interprété ici par Catherine Sauvage. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de R2R, et nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Gibert, auteur d'une thèse sur Vercors, sur la correspondance de Jean Brulaire-Vercors, une thèse soutenue à l'Université du Maine en 2011. Alors Nathalie Gibert, il nous reste malheureusement peu de temps pour se promener dans les vies, la vie de Vercors, si complexe, si riche. Vous reviendrez peut-être, bien sûr, dans cette émission. Signalons que, évidemment, la seconde partie de la vie de Jean Brulaire-Vercors, c'est une partie qui est riche de très très nombreux titres. Alors, on a cité tout à l'heure Les Animaux dénaturés en 1952, on pourrait citer Silva en 1961 et beaucoup d'autres titres. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de dire que finalement, cette rupture de la Seconde Guerre mondiale n'est pas une rupture complète. Jean Brulaire, dessinateur, Vercors, écrivain, c'est peut-être un schéma un peu simpliste. L'histoire littéraire présente le dessinateur Jean Brulaire avant-guerre, le résistant et ensuite l'écrivain après-guerre de manière définitive. Vercors lui-même évoque ce caractère double et cette double carrière. En réalité, Jean Brulaire était déjà un peu écrivain avant-guerre. Pour beaucoup de ses albums, nous avons des textes qu'il écrit lui-même. Et puis, on le sait par une lettre de Pierre de Lescure, celui qui a fondé avec lui les éditions de Minuit, qu'en 1935, Jean Brulaire avait écrit un récit policier et qu'il proposait à Gallimard, dans la série détective, ce récit policier. Donc déjà, il avait ses velléités d'écriture. Autre point également, quand on fouille dans les archives de Nathan, on se rend compte que pour la série Pif et Paf, qu'il a illustré seulement
en principe entre 1926 et 1929, on trouve donc que les auteurs seraient Hermine Dubu et Jean Brulaire. Donc on se demande s'il n'a pas été co-auteur. D'accord. Et il se trouve également qu'en 1935, il illustre Couleurs d'Égypte de son ami Paul Silva Coronel, et en confrontant le chapitre 10 de Couleurs d'Égypte à son journal de 1923-24, L'Ingénu, on retrouve des textes qu'il y avait dans L'Ingénu. Donc Vercors a écrit ce chapitre 10. Donc quand on dit que Vercors est né des contingences historiques, c'est pas tout à fait vrai. Vercors serait très certainement devenu l'écrivain qu'il est au-delà de cette guerre. Et à contrario, il ne cesse pas complètement d'être dessinateur après la Seconde Guerre mondiale. Exactement. On a évoqué La danse des vivants, son album de la maturité des années 30, inachevé au moment de la guerre. Il décide de reprendre cette danse des vivants en 1951. Et il essaie, grâce à l'éditeur Julliard, de rééditer cette œuvre et même de compléter son œuvre, qui n'était pas achevée. Simplement, il essaie une sorte de technique comme la sérigraphie, qui vient des États-Unis à l'époque, mais ça ne fonctionne pas pour le trait de crayon trop fin de la danse des vivants. Ça fonctionne pour la peinture à l'huile. Et de là sont nées les callichromies, étymologiquement les belles couleurs, c'est-à-dire le fait de reprendre des œuvres de peintres impressionnistes ou alors de peintres de son époque comme Picasso, Fernand Léger, Braque, Goethe, etc. pour faire reproduire les tableaux de ces grands maîtres. Et ça marche, ça se développe. Et ça marche entre 1952 et 1958, puisque les éditeurs Brown et compagnie décident d'éditer ces callichromies. Bon, alors il nous reste peu de temps. Est-ce qu'on pourrait, c'est pas très facile comme question, présenter un petit peu la pensée, la philosophie qui se déploie dans les œuvres de Vercors dans cette seconde moitié du XXe siècle, Nathalie Gibert. Quelle est sa pensée profonde de l'homme, en fait ? Alors, je crois que le mot-clé, ce serait que Vercors est un humaniste, quelqu'un qui a réfléchi toute sa vie à l'homme. Avant-guerre, dans La danse des vivants, en disant que la nature humaine est mauvaise, et il reprend la philosophie des moralistes du grand siècle. Et après-guerre, avec l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, il repart un petit peu à zéro, c'est-à-dire que il va vers l'évolution de l'homme. Et c'est pour ça qu'il a un réseau de sociabilité auprès des scientifiques de l'époque, d'un point de vue biologique, physique, etc., pour essayer de comprendre comment on est passé d'une hominisation à une humanisation dans le temps de l'homme. Pour lui, l'homme, c'est l'interrogation. C'est ce qui pourrait être le lien entre tous les hommes, pour éviter toute hiérarchisation qui est vraiment le cœur de sa recherche. Donc l'interrogation est vraiment la spécificité humaine selon Vercors, et cette interrogation le conduit à la rébellion. C'est un petit peu court, bien sûr, pour évoquer cette nature humaine, mais c'est un peu le fil directeur de la philosophie de Vercors, mais également de ses œuvres, parce que ses œuvres sont des mises en pratique de ses théories. Écoutez, c'est sur ces mots que se termine ce 8e numéro de la 3e saison d'Au Miroir de Clio. Aujourd'hui, nous étions en votre compagnie, Nathalie Gibert, professeure agrégée de lettres et docteur de l'Université du Maine. Une seule recommandation peut-être, lire et relire Vercors, Jean Brulaire, et découvrir le dessinateur Jean Brulaire. C'était la dernière émission de l'année 2015, mais Au Miroir de Clio revient l'année prochaine dans 2 semaines. En attendant, toute l'équipe de l'émission souhaite à ses auditeurs fidèles d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt sur R2R.